Bonjour, bienvenue, nouveau numéro de Défense. Au programme cette semaine, les djihadistes de Daesh avaient prévu de viser l'Euro 2016 de football, un bouclier magnétique qui protège les blindés transporteurs de troupes et un musulman nommé pour la première fois au poste de commissaire de la police israélienne. C'est parti pour Défense. Mohamed Abrini, le terroriste au chapeau des attaques de l'aéroport de Zaventem, est bavard et parle aux enquêteurs, au nom d'ailleurs de toute la cellule franco-belge. Ce sera la honte pour la France. C'est une grosse perte financière et ça leur servira de leçon. Voilà ce qu'auraient déclaré les auteurs des attentats de Bruxelles. En clair, ces derniers voulaient frapper avant ou pendant l'Euro 2016 de football programmé le 10 juin 2016. Avant d'en comprendre les conséquences avec un spécialiste de sécurité et de renseignement, je vous propose d'écouter Bernard Cazeneuve, le ministre français de l'Intérieur. Il salue le travail des forces de police françaises. Le soutien du gouvernement aux forces de sécurité est à la hauteur de la situation particulière que traverse notre pays, à la hauteur de la menace qui nous guette et du dévouement exemplaire des policiers et des gendarmes que les Français ont appris à connaître et à aimer au cours des épreuves traversées ces derniers mois. Alain Rodier, bonjour, vous êtes spécialiste de contre-espionnage. La cellule qui avait prévu de frapper l'Euro 2016 semble avoir été démantelée. Est-ce que cela signifie pour vous et pour autant que la menace est levée ? Non, certainement pas, parce qu'il peut y avoir d'autres cellules indépendantes. Bon, cela dit, Daesh menace un petit peu tout. On l'a bien vu dans la dernière publication qui vient de paraître en ligne, la DABIC 14. Il menace à peu près tout azimut. Donc, il est vrai que l'euro fait partie d'un des objectifs qui serait intéressant pour ce groupe terroriste. Inutile de dire que cela aurait pu créer un précédent. Comment la communauté des renseignements va-t-elle gérer justement le défi lancé par les terroristes ? Bon, il ne faut pas se faire d'illusions. Le renseignement, c'est pas dans l'immédiat que ça se fait. C'est quelque chose qui se déroule dans la durée. Et donc, les services français sont sur la brèche depuis de longues années. Mais malheureusement, ce n'est pas une science exacte, ce qui a expliqué donc les attentats qui ont eu lieu en Europe ces derniers temps. Mais je ne dirais pas tous les jours, mais tous les mois, des cellules sont démantelées parce que donc le renseignement a permis d'obtenir des informations nécessaires pour neutraliser ces individus. La France a-t-elle les moyens de sécuriser l'Euro 2016 ? Alors, outre les enceintes de football, il faut sécuriser les moyens de transport vers ces stades et surtout des millions de touristes. Oui, c'est vrai que c'est un très gros problème. Mais bon, comme je le disais, le renseignement, c'est quelque chose qui doit se faire en amont et dont on parle peu. Donc ensuite, il y a la protection immédiate, c'est-à-dire quand on garde le château fort, en fin de compte, on est sur les murailles, mais malheureusement, les terroristes sont peut-être déjà à l'intérieur de la citadelle, donc ça devient extrêmement difficile. Donc ce sont des mesures de défense passive que malheureusement les terroristes peuvent traverser à certains moments, surtout sur des événements de grande ampleur comme cette Coupe d'Europe de football. Merci. Bon, cela dit, il serait extrêmement dommageable d'annuler quoi que ce soit parce qu'il faut faire preuve de résilience face à cette menace. Ça serait une victoire si justement nous avions cédé face à Daesh. Merci Alain Rodier. Je vous rappelle que vous êtes spécialiste de contre-espionnage. Alors justement, pendant que les services de renseignement européens traquent les djihadistes de Daesh, la lutte antiterroriste se poursuit à des milliers de kilomètres du vieux continent. Impact.
Face aux missiles toujours plus sophistiqués des groupes terroristes Hamas et Hezbollah en tête, l'armée israélienne va annoncer publiquement cette semaine la mise en service d'un bouclier magnétique capable de protéger ses blindés transporteurs de troupes. Maxime Pérez. Sur le champ de bataille, leur utilisation est essentielle pour les forces combattantes. Mais les blindés Nammer ne sont pas de simples transports de troupes. Ils servent aussi au génie militaire, des unités souvent en première ligne pour des missions de déminage ou encore pour faciliter l'acheminement de tanks, de soldats et de ravitaillement. Des opérations périlleuses, souvent menées sous le feu de l'ennemi. Aussi, pour renforcer la sécurité des équipes du génie militaire, les blindés Nammer seront désormais tous équipés du système de protection coupe-vent. Il est aussi connu sous l'appellation Trophy. Ce système est composé de plusieurs radars qui génèrent un champ magnétique autour du blindé. Si un missile anti-char est tiré en sa direction, le Trophy provoque l'explosion du projectile avant qu'il n'atteigne sa cible. Véritable révolution dans l'art de la guérilla urbaine, ce système antimissile conçu pour blinder a été expérimenté une première fois lors de la Seconde Guerre du Liban en 2006. Le Hezbollah avait alors massivement utilisé des missiles Kornet de fabrication russe. Ces projectiles redoutables sont capables de transpercer le blindage de chars. Une quarantaine de tanks israéliens avaient été endommagés ou détruits. Depuis, l'armée israélienne s'est vue attribuer d'importants budgets pour équiper ses nouveaux chars Merkava du système Trophy. Les chars Merkava et à présent les blindés Nammer. Maxime Pérez, bonjour. Est-ce qu'on peut considérer que l'armée israélienne a retenu les leçons de ses échecs passés ? Oui, l'incident que vous venez de citer est l'une des grosses taches noires de la dernière opération à Gaza. On a mis dans un blindé M113, un vieux transport de troupes, toute une équipe de soldats de l'équipe Golani, avec donc à bord de ce blindé un blindage presque obsolète. Globalement, on peut quand même dire que l'armée israélienne s'est considérablement renforcée depuis une dizaine d'années, qu'il y a un déclic s'est produit notamment après la deuxième guerre du Liban en 2006, qui a été un véritable désastre sur le plan opérationnel. On se rappelle notamment de la fronde des réservistes qui s'était plaint à la fois des erreurs du commandement mais également de l'état parfois piteux du matériel. Depuis, il y a eu une reprise en main, notamment opérée par l'ancien chef d'état-major Gabi Ashkenavi avec ce fameux plan Tefen qui a permis une modernisation complète de l'armée de terre et des objectifs extrêmement ambitieux comme la production de chars Merkava 4 de dernière génération, équipés donc de ce système Trophy. Ça, c'est pour la bande de Gaza. Quid face au Hezbollah ? Eh bien, la menace des missiles anti-chars comme le Kornet qu'on a pu voir à l'image, ou même des missiles Milan qui sont livrés à l'armée libanaise et qui peuvent potentiellement atterrir entre les mains du Hezbollah. Cette menace, elle est réelle, elle existe. On l'a vu lors de cette opération de représailles à la mort du fils d'Imad Mournier par l'armée israélienne, quand 2 soldats ont été tués à la frontière libanaise. Ils ont été tués par des missiles anti-chars, mais je dirais que par rapport au Hezbollah, la véritable menace pour l'armée israélienne, c'est cet arsenal de roquettes, et elle nécessite donc un développement et un investissement massif dans la défense antimissile. Justement, de manière très brève, Maxime, on fête justement en Israël les 5 ans du Dôme de Fer. Est-ce que c'est aussi une réussite ? C'est une fierté nationale. Le Dôme de Fer, c'est un système qui a été développé en un temps record par l'industrie militaire, grâce notamment au soutien de Amir Peretz, ancien ministre de la Défense, qui était originaire de la ville de Sderot, qu'on a souvent baptisée la ville martyre du sud d'Israël, parce qu'elle était souvent la cible des roquettes Qassam du Hamas. Cette arme, elle est absolument révolutionnaire sur le champ de bataille, elle donne du temps à l'échelon militaire, à l'état-major, et elle s'ajoute évidemment à tous les autres systèmes antimissiles développés actuellement par l'armée israélienne. Merci Maxime Pérez. C'est une première. Un policier arabe israélien musulman vient d'être nommé commissaire. Son objectif est ambitieux, lutter contre les violences dans le secteur arabe. Regardez.
Le moment est historique. Ce policier vient d'être nommé major général. C'est la première fois qu'un arabe israélien musulman obtient un tel grade. Jamal Khakrouch vient d'être nommé chef du département lié à la communauté arabe dans la police israélienne. Son objectif, mieux intégrer le secteur arabe dans l'état de droit. 1112 arabes israéliens ont été tués par des armes illégales depuis octobre 2000, 5 fois plus que du côté juif israélien. Nous sommes à un carrefour aujourd'hui. Il est temps d'apporter les mêmes services policiers à toutes les communautés. Notre réussite ne sera pas unilatérale. J'ai besoin de la coopération du secteur arabe. Et ensemble, nous allons y arriver. À l'origine de cette nomination, un plan financier voté par le gouvernement israélien. Le ministre de la Sécurité intérieure a beau appeler à plus de coopération avec le secteur arabe. Aucun député de la liste arabe unifiée n'a fait le déplacement ce mercredi. C'est le secteur arabe et donc ceux qui les représentent, les députés arabes israéliens, qui est en premier touché par ces violences, par ces poubelles qui sont brûlées, par ces accidents de voitures, par ces trafiquants d'armes illégales. Je les appelle à nouveau à coopérer. Plusieurs centaines de millions de shekels de budget ont été alloués pour la réalisation de ce projet. Objectif, créer plusieurs commissariats dans les localités arabes israéliennes et recruter plus de 1000 policiers arabes. La promotion d'officiers des minorités dans la police israélienne nous apporte une meilleure compréhension stratégique, la volonté d'avancer avec le secteur arabe et non pas le perdre en chemin. Quand les Juifs se plaignent du bruit occasionné par les tirs de fusil dans le village arabe, nous savons que ce même bruit est une question de vie ou de mort pour les citoyens arabes. Et sur le terrain, les opérations spéciales de la police se poursuivent. 27 personnes ont été arrêtées ce dimanche dans les villes arabes de Taïbé et Tira. Elles sont accusées de trafic d'armes illégales en provenance des territoires palestiniens. Des femmes combattantes face aux djihadistes de Daesh. Le modèle est connu, il est appliqué en Irak par des femmes peshmerga qui ont déjà à plusieurs reprises repoussé les offensives de l'État islamique. On vous propose cette semaine de découvrir l'unité de l'armée israélienne, Caracal, composée majoritairement de femmes. Cette unité est déployée le long de la frontière avec le Sinaï égyptien où se trouvent justement des groupes liés ou affiliés à Daesh. Reportage Shai Ben-Ari avec Jonathan Serrero. Elles sont les lynx du désert, les Caracal en hébreu. C'est le nom de ce bataillon de Tsahal composé à 60% de femmes. Créé en 2010, il permet aux jeunes filles de suivre une formation de combattantes calquée sur celle des jeunes incorporés masculins. Tous les entraînements s'effectuent ensemble, sans tension apparente, malgré la menace Daesh qui pèse dans le Sinaï. Celui qui ne vit pas à l'intérieur du bataillon peut penser qu'il s'agit du seul sujet de discussion, qu'il existe des tensions entre filles et garçons. Or, il n'y a pas de tension entre filles et garçons chez nous. Il existe juste une bonne agressivité collective. Mais je n'ai jamais été confronté à un problème entre filles et garçons. Et pour cause, toutes ces soldates sont bien plus occupées à scruter les moindres faits et gestes venus de la frontière égyptienne. Une méticuleuse surveillance censée éviter toute infiltration terroriste sur les terres agricoles de l'État hébreu. Une méfiance de tous les instants, mis plusieurs fois à l'épreuve. C'est le cas en octobre 2014. Les soldats affrontent alors une cellule terroriste du Sinaï venue s'en prendre aux forces de Tsahal. Bilan, un soldat israélien tué et 3 terroristes abattus. Non, vous ne réalisez pas au début. C'est plus du genre, oui, je vais protéger le pays. Et puis tout doucement, vous commencez à comprendre ce qui se passe dans le secteur, ce qui se passe ici, ce que nous protégeons et ce contre qui nous devons nous battre. Leur ennemi, c'est lui, l'État islamique. Depuis 2 ans, l'organisation djihadiste multiplie les attaques contre l'armée égyptienne dans la région du Sinaï voisin. L'histoire de ce bataillon est très importante et cela nous force à toujours nous dire « Ne t'endors pas sur tes lauriers, quelque chose pourrait se passer à tout moment ». Ceci est un lance-grenade, il est attaché à un fusil d'assaut micro-Tavor. Alors j'ai une double utilité comme ils disent. Je peux faire 2 choses, je peux tirer des balles, mais je peux aussi être efficace sur de plus longues distances, 100 ou 200 mètres, en lançant une grenade ou en tirant une fusée éclairante. Depuis le camp de base des soldats de la brigade 33, le bruit des canons se fait entendre. C'est celui des bombardements de l'aviation du Caire qui répond aux actions terroristes menées par les hommes en noir du Daesh. Malgré l'inquiétude, les filles de Caracal veillent au grain, toujours prêtes à riposter. Et ces jeunes filles sont en plein exercice actuellement. Voilà, c'est la fin de ce numéro. Vous pouvez retrouver
toutes nos émissions, nos programmes sur notre site internet www.i24news.tv, mais également via notre application sur tous vos smartphones. Aux commandes la semaine prochaine, vous retrouverez Daniel Atlan. En attendant, vous en avez l'habitude, l'info continue sur i24 News. Et puis, soyez en sécurité dans le monde de la défense.